Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour vous présenter notre nouveau Front populaire, numéro 7, droite et gauche, espèces menacées, c'est son titre. Bonsoir Michel, évidemment nous allons être ensemble pour en parler. Ce titre d'abord, droite et gauche, espèces menacées, vous qui avez une passion pour le temps long, Michel, d'ailleurs je vous vois d'un seul coup, ce qui est très étonnant. Michel, toi qui as une passion pour le temps long, est-ce que cette notion historique gauche-droite n'est pas en train d'être dépassée aujourd'hui par des notions plus contemporaines comme l'État-nation dans la globalisation? Ou est-ce que c'est encore des notions très fortes? Oui, moi je pense qu'on peut toujours garder la découpe droite-gauche, mais qu'on peut les préciser. C'est pas du tout la même chose d'être d'une droite libérale ou d'une droite antilibérale, gauche libérale ou gauche antilibérale, droite souverainiste ou droite mondialiste, gauche souverainiste ou gauche mondialiste. Ça fait déjà des répartitions différentes avec des ensembles différents. Voilà pourquoi nous avons une revue souverainiste qui est susceptible d'accueillir aussi bien des gens de droite que de gauche, ou d'ailleurs, ou du centre, ou d'où l'on voudra. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, il faut les qualifier, les droites et les gauches. Il y a aujourd'hui une droite Pécresse, il y a une droite Ciotti, il y a une droite Zemmour, il y a une droite Le Pen, il y a une droite extrême, probablement chez je sais pas, enfin, chez Soral, chez Dieudonné peut-être, et pourrait faire exactement la même chose avec la gauche. Moi, je suis d'une gauche hugolienne. Tu parlais des longues durées, je ne vais pas être très long, on va remonter juste au 19e siècle, et je trouve qu'à un moment donné, dans Les Misérables, qui est un chef-d'œuvre, dans Les Misérables, Hugo raconte que Fantine se fait avoir par un petit con qui l'engrosse et puis qui s'en va vite fait parce qu'il a autre chose à faire. Et puis Fantine, elle est dans la misère, dans la pauvreté, c'est une fille mère, elle est délaissée, donc on considère que c'est l'abomination de la désolation. Et donc elle est obligée de placer Cosette, la petite fille qu'elle a eue, chez les Thénardier, qui lui font croire qu'elle est malade et que pour payer les médicaments, il faut qu'elle envoie de l'argent. Donc elle envoie de l'argent, elle se prostitue, etc. Et il y a un moment donné terrible où elle vend ses cheveux et ses dents. Ses deux dents de devant, ce qu'on appelle la palette. Et il y a un type dans la rue qui fait ça. Il arrache les dents pour faire des dentiers bourgeois ou gens qui, etc. Et elle dit non, sûrement pas. Et puis quelques temps après, elle réfléchit, elle relit la lettre des Thénardier, puis elle se dit bon, je vais me faire couper les cheveux, raser la tête, et je vais me faire arracher les deux dents de devant. La droite, c'est ça. Je veux dire, ce sont les gens qui effectivement estiment qu'on peut arracher les dents des pauvres, couper les cheveux des pauvres, et puis faire de telle sorte que les pauvres aient des jolies perruques, et qu'ils aient éventuellement de jolis dentiers, que les riches, pardon, puissent s'acheter de jolies perruques et des jolis dentiers. Si on déplace ça très exactement, je pense aujourd'hui qu'il y a des gens qui estiment qu'on doit pouvoir louer son utérus, vendre son utérus. Dire je vais vous faire des enfants, apportez-moi le matériel génétique, du sperme, des ovules, on mélange tout ça, je porte cet enfant, je ne m'attache pas à cet enfant, il y a même des contrats, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous ne faites pas de sport, vous faites ceci, vous faites cela, vous n'avez pas le droit aux relations sexuelles pendant 9 mois, etc. Et puis vous avez un enfant, et une fois qu'il est né, on vous enlève cet enfant, vous ne le voyez pas, vous ne le regardez pas, et puis vous avez un couple qui s'en va avec cet enfant qu'il a acheté. On loue des utérus de femmes, donc on est obligé de préciser aujourd'hui, et puis on achète des enfants. Et ça, c'est être de gauche. Je pense qu'on a complètement inversé le paradigme, c'est-à-dire que la gauche était du côté compassionnel chez Victor Hugo et estime qu'effectivement, non, les pauvres n'ont pas... Un souci du peuple. Et voilà, et des pauvres, des misérables pour le coup, et qu'on n'a pas à vendre ni ses dents ni ses cheveux pour pouvoir vivre ou survivre. Et aujourd'hui, c'est la gauche qui nous dit, mais si vous voulez vivre et survivre, qu'on se souvienne de la jurisprudence de Pierre Berger, qui disait après tout, louer un utérus ou vendre des enfants, c'est très exactement la même chose qu'être caissière, je ne sais quoi. Donc on voit bien, et tu avais raison de dire droite-gauche, est-ce que ça marche toujours? Oui, parce qu'il faut fonctionner avec des épithètes. Cette gauche qui aujourd'hui vend des enfants, achète des enfants ou loue des utérus ou est capable de justifier des avortements pour des raisons psychosociales jusqu'à l'âge de 9 mois, non plus du fœtus, pour le coup, mais de l'enfant dans le ventre de la mère, cette gauche est devenue folle, évidemment. Et moi qui suis un homme de gauche, je défends la droite quand la droite dit non, les utérus des femmes, c'est pas fait pour ça, les ventres des femmes, c'est pas fait pour ça, on n'achète pas d'enfants. Alors justement, cette gauche, ce wokisme d'ailleurs, cette gauche woke, on est bien d'accord pour dire qu'elle n'a rien de gauche. On y reviendra. Mais je vous propose d'accueillir dans un instant... Si tu permets, Stéphane, elle n'a rien de gauche parce que justement, elle évacue la question sociale. Ouais, absolument. Pour ne se soucier que de la question sociétale. Les trans, les homos, les enfants qu'il faut éduquer à l'école en leur disant qu'ils peuvent être trans s'ils le souhaitent, l'allocation des ventres, des utérus, etc. Mais la question sociale,
Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec la question sociale? Mais enfin, ces femmes qui portent des enfants, vous avez fait un peu la sociologie de ces femmes? Vous pensez qu'elles ont des bac plus 12 et qu'elles font ça par amour de l'humanité, que c'est gratuit, etc. Je pense que tu as raison de dire que la gauche woke, c'est très précisément le meilleur argument pour évincer la question sociale. Alors justement, ça va être l'objet de cette émission. Nous allons parler de droite, de gauche, de ces marqueurs, de ces confusions, de ces notions aussi qui les transcendent, comme le souverainisme. Nous allons accueillir dans un instant Céline Pignac, vous connaissez tous évidemment, et Guillaume Bernard pour en discuter. Mais nous vous proposons d'abord de découvrir la bande-annonce de notre nouveau numéro Gauche-droite, espèce menacée. À tout de suite. L'abstention a battu tous les records hier au premier tour des élections régionales. Seuls 33,3% des Français se sont déplacés. La classe politique, dans son ensemble, est d'une certaine façon visée. Bonsoir Céline, heureux de vous retrouver. Bonsoir Guillaume Bernard. Vous signez pour la première fois dans Front Populaire. Oui. On est très heureux de vous accueillir Eh parmi ben, les nombreuses personnalités qui signent des articles, des contributions de Front Populaire. On en parlait tout à l'heure avec Michel, il y a déjà une centaine de contributeurs qui sont venus nous apporter leur aide à réfléchir notre société. Donc droite et gauche, je voulais juste vous entendre l'un comme l'autre sur la pertinence encore de ces distinguos. Qu'est-ce que vous en pensez, l'un ou l'autre ? Je pense il y a encore une pertinence intellectuelle. Autrement dit, on voit bien se dessiner des clivages. Alors, les clivages ont toujours bougé en politique. Mais par exemple, vous parliez du clivage entre mondialisation et l'essai de se réinscrire dans un territoire, entre l'État-nation et l'idée finalement de la supranationalité, entre une vision de la vie qui reste relativement traditionnelle et les délires transhumanistes. Ce sont des clivages qui donnent de nouvelles distinctions entre la droite et la gauche. On a du mal des fois à savoir ce qui est de gauche, ce qui est de droite, mais en tout cas, ces clivages-là sont toujours présents. En revanche, aujourd'hui, ils ne sont absolument pas retranscrits dans les partis politiques. On a énormément de mal déjà à voir des partis qui nous proposent une vision de ce que pourrait être notre pays. Donc ça devient très compliqué de trancher, par exemple, entre deux types de visions. Et quand on va dans le concret, quand on est un citoyen lambda qui ne s'intéresse pas particulièrement à ces matières, on a quand même le sentiment que la gestion de la droite ou la gestion de la gauche, c'est la même chose. Et je pense que c'est lié au fait que quand on n'a pas de vision, on est uniquement en réaction, donc on s'adapte à la contrainte extérieure. Et comme les gens qui nous gouvernent ont fait à peu près les mêmes écoles, sortent à peu près des mêmes milieux sociaux, et bien leur manière de réagir à la contrainte extérieure, elle est relativement semblable. Et du coup, on ne voit absolument pas de différence entre la gestion de la gauche et la gestion de la droite, en tout cas en matière économique et sociale, c'est frappant. D'autant plus que c'est souvent dicté par Bruxelles. Et vous, donc Guillaume ? Écoutez, ce qui compte, c'est le réel. Le clivage droite-gauche, c'est un instrument d'analyse du réel. Mais ce n'est pas parce que les critères du clivage aujourd'hui ne sont plus ceux des années 70, par exemple, que pour autant le clivage n'existerait plus. C'est un instrument qui permet d'identifier des familles politiques, idéologiques et peut-être sociales. Donc par conséquent, ça a été dit et je suis parfaitement d'accord avec cela. On a eu au XIXe siècle essentiellement un débat sur la question du régime politique ou disons de l'organe qui devait exercer la principale fonction politique. Au XXe siècle, un clivage qui s'est essentiellement fait sur l'étendue du rôle de l'État. Jusqu'où devait-il intervenir dans la vie économique et sociale? Il me semble qu'aujourd'hui, eh bien, on a un clivage sur comment définit-on les corps sociaux, que ce soit la famille,
avec les questions sociétales ou les questions de bioéthique, que ce soit la nation, que ce soit l'Europe, que ce soit les différents groupes sociaux. Est-ce qu'on a une vision artificielle de ces groupes? Est-ce qu'ils sont uniquement le résultat d'une rencontre de volonté, ou est-ce que ces groupes sociaux s'inscrivent dans un ordre des choses? Moi, j'ai le sentiment qu'on a un retour à une alternative philosophique que l'on avait considérée comme étant totalement dépassée et hors jeu, et que, dans le fond, les circonstances politiques nous renvoient désormais à quelque chose de plus fondamental. Bien sûr, il y a différentes manières d'aborder la question, le souverainisme ou le mondialisme, le progressisme, le conservatisme, mais il me semble que ces différentes oppositions, elles recoupent une même, je dirais, alternative entre la sociabilité naturelle et l'artificialisme social. Voilà, en tout cas. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans votre contribution. Vous distinguez être de droite et être à droite. Est-ce que vous pouvez affiner cette distinction? Donc, être de droite et être à droite. Alors ça, c'est lié tout simplement à la vie politique française depuis la Révolution française. C'est que les nouvelles forces politiques sont essentiellement apparues par la gauche du spectre politique et ont repoussé vers le centre puis vers la droite celles qui étaient nées antérieurement. C'est en particulier Thibaudet qui, dans les années 1930, a identifié cela comme étant ce qu'il a proposé d'appeler le mouvement Sinistro-Gir. Voilà. Donc, effectivement, le parti radical, déplacement, donc, et expansion du domaine, je dirais, de l'espace politique de la gauche qui, eh bien, compresse ce qui était véritablement de droite. Donc, l'orléanisme au XIXe siècle, il était plutôt au centre-gauche. Et en tout cas, il a glissé, notamment à cause des circonstances du XXe siècle, l'affrontement Est-Ouest, sur la droite du spectre politique. Le parti radical, qui au début de la Troisième République était, comme son nom l'indique, un parti extrémiste, hein, évidemment, Clémenceau n'est pas un modéré, eh bien, il s'est retrouvé à la fin de la Troisième République, en raison de l'expansion du mouvement socialiste et au sein du mouvement socialiste de la scission avec le Parti communiste, eh bien, ce parti radical s'est retrouvé au centre de la vie politique. Donc voilà, résultat des courses, eh bien, il y a toute une partie de ce qui est à droite sur le spectre politique qui n'est pas véritablement, j'allais dire ontologiquement, c'est un peu prétentieux, mais enfin qui n'est pas véritablement de droite. Et donc, il y a toute une partie de la droite qui est une ancienne gauche. D'accord. Et alors, justement, vous considérez dans votre contribution qu'on est en train de vivre une période d'extrogir, c'est-à-dire de glissement progressif de la société vers la droite, et c'est ce que j'aimerais vous entendre aussi tous les deux sur ce concept que vous pouvez brièvement rappeler. En deux mots, il me semble, en tout cas c'est l'hypothèse que j'ai proposée il y a déjà quelques années, que je reprends effectivement dans cet article, que à partir du moment où il y a eu la chute du mur de Berlin, où il y a eu l'effondrement du régime soviétique, le collectivisme s'étant discrédité, eh bien la pression idéologique venant par la gauche du spectre politique s'est affaiblie. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des idées de gauche qui sont dominantes dans la société, mais enfin, la principale pression a disparu. À cela s'ajoute le fait que les circonstances politiques me semblent être des circonstances qui remettent au goût du jour l'alternative dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le choix entre la sociabilité naturelle et le contractualisme social, que ce soit par exemple la construction européenne, les lois bioéthiques, etc. Et donc par conséquent, j'ai émis l'hypothèse que de manière lente, de manière, je dirais évidemment, non pas saccadée, mais je dirais sous-jacente à la société, lentement, eh bien, il y aurait désormais une pression qui vienne par la droite. C'est l'idée du mouvement d'extrogir par opposition à ce que Thibaudet avait appelé le mouvement sinistrogir. C'est désormais par la droite que vient la pression idéologique. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'exprime est nécessairement de droite, mais en tout cas, ça veut dire que l'espace politique se développe par la droite, ce qui explique notamment ce que Michel a développé et ce que je considère parfaitement juste, pour d'autres raisons qui convergent avec les siennes, que le libéralisme économique qui avait glissé sur la droite du spectre politique, eh bien, se retrouve, je dirais, en potentialité de se réunifier idéologiquement avec le libéralisme culturel et sociétal qui était resté sur la gauche. Voilà le mouvement d'extrogir. Vous êtes d'accord avec ce mouvement d'extrogir de la société, Michel? Oui, là vous avez une vision générale et de surplomb, à laquelle je souscris. Hein. Et moi je crois au rôle des hommes dans cette aventure.
je crois, au rôle de Mitterrand, par exemple, qui s'est servi du Parti socialiste beaucoup plus qu'il ne l'a servi. Il y avait tout un corpus idéologique, il y avait des gens comme Jean-Pierre Chevènement, par exemple, qui pensaient au Parti socialiste. On pouvait penser ce qu'on voulait, mais enfin, il y avait une conception de la République laïque, une conception de l'école, de l'armée, du citoyen, de la citoyenneté. Ça existait chez Jean-Pierre Chevènement. Il y avait aussi chez Rocard une autre gauche. Ces deux-là pensaient. Donc, moi, j'avais de la sympathie, j'en ai toujours humainement d'ailleurs, pour Jean-Pierre Chevènement et pour son projet politique, un peu moins pour le projet politique de Rocard, du moins le dernier Rocard, la fameuse gauche américaine. Et puis, il y avait Mitterrand au milieu qui disait, mais le Parti socialiste, ça sert juste à m'amener moi au pouvoir, à m'y maintenir et à durer. Donc on n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin de réfléchir. Et quand il a abandonné le peuple, ou quand du moins sa politique a fait que le peuple est allé voir du côté de Jean-Marie Le Pen, eh bien, avec Terra Nova, on s'est entendu dire, laissez-les partir, de toute façon, ces pauvres, fabriquons un nouveau peuple, et on est allé chercher la gauche des campus américains. C'est-à-dire, là encore, feignantise du Parti socialiste. C'est-à-dire ces gens-là étaient dans les voitures, les R25 avec des gyrophares, ils avaient les cuisiniers et les caves des ministères, ils ont fait bombance et ils n'avaient pas grand-chose à faire du peuple et des petits, des sans grade, justement, des gens qui ont la sympathie de Victor Hugo. Et l'idée que Mitterrand ait pu se comporter comme ça, je trouve ça normal de la part d'un satrape comme était Mitterrand. Ce que je trouve assez sidérant, c'est que le Parti socialiste est suivi, que les militants aient suivi, que les sympathisants aient suivi et que personne n'a dit non, stop. Bernard Tapie, on ne peut pas. On ne peut pas imaginer SOS Racisme, l'instrumentalisation de Jean-Marie Le Pen, qu'il fallait absolument faire monter pour pouvoir être fort de la faiblesse de la droite cassée en deux, et pas fort de sa propre force parce qu'on l'avait perdu, et jusqu'à Carpentras où on dit il est allé trop loin, maintenant il faut instrumentaliser, machine arrière, etc. C'est-à-dire que la gauche dont nous parlons avec des arguments d'intellectuels, finalement la gauche ça a été l'histoire d'une manipulation par un type qui a voulu arriver au pouvoir, qui a voulu s'y maintenir et qui a voulu durer le plus longtemps possible. Et surtout, personne dans cette fameuse gauche-là pour dire non, stop, ça n'est pas possible. Chevènement s'en va, démissionne, etc. Mais il n'y a pas un congrès, il n'y a pas un séminaire où on aurait pu dire, et si nous repensions le Parti socialiste à nouveau frais, ou du moins le socialisme à nouveau frais, sans être obligé d'aller chercher le wokisme en disant, bon, on a ici une gauche américaine toute prête, on la ramène ici, et puis voilà, ça va marcher. Et de fait, on entend aujourd'hui des gens qui nous disent, j'ai été chevènementiste, et puis je suis devenu Mitterrand, et puis le trajet de Mélenchon, par exemple, on pourrait très bien prendre le trajet de Mélenchon, qui vient du trotskisme, qui est mitterrandiste et qui se retrouve à voter oui à Maastricht, et puis qui aujourd'hui est un islamo-gauchiste. C'est assez emblématique de ce qui est arrivé à la gauche. Moi, je pense qu'on devrait, peut-être on pourrait faire un numéro sur ce sujet-là, mais faire des assises du socialisme en disant, mais à quoi ressemblerait aujourd'hui la refondation d'un socialisme, pas forcément d'un parti socialisme, mais en allant voir non pas du côté de Marx, non pas du côté de l'Est non plus, mais du côté de ce qu'a été le socialisme français, qui a été important et qu'on lit assez peu. Je parle souvent de Proudhon, on peut parler aussi de Fourier, même s'il y a beaucoup de délire chez Fourier, mais il y a des choses extrêmement intéressantes qu'on pourrait réutiliser, ou Pierre Leroux, ou d'autres individus qui nous permettraient de dire, eh bien, allons voir dans cette boîte à outils ce qui est susceptible de former une boîte à outils contemporaine. D'une certaine manière, une gauche contre la gauche woke. C'est vrai que le droit d'inventaire des années Mitterrand est encore à faire, même si on est allé chercher quelques poux dans la tête de Mitterrand après sa mort, mais globalement sur le plan de la réflexion des idées, ces assises n'ont pas eu lieu. Et alors j'avais envie de vous demander, Céline, si vous étiez au Parti socialiste. Oui, mais par exemple, le fait qu'on est en train de débaptiser un nombre de rues incroyables, de faire tomber des statues, etc., chacun sait que Mitterrand a eu la Francisque, que tout le monde connaît le numéro de la Francisque, qu'il a été l'ami de Bousquet, qu'il a commencé à l'extrême droite. Enfin, tout ça est extrêmement documenté. Je renvoie au livre de Pierre Péan. Avez-vous jamais entendu une seule personne dire qu'il faudrait débaptiser la bibliothèque François Mitterrand? Tout à fait. Jamais, nulle part. Alors, Céline, vous étiez au Parti socialiste. Je ne sais pas si vous êtes encore à jour de cotisation au Parti socialiste. Non. Mais vous avez vécu ça de l'intérieur. Vous avez pu le constater, ce que dit Michel. Oui, et ce refus de la pensée a amené un renoncement civilisationnel qui était dramatique pour la gauche, puisque la gauche n'a de force que par ses membres, que par l'humain. Et donc, elle ne peut être forte que si elle élève l'être humain, si elle lui donne les moyens, finalement, de s'exprimer, d'être au monde et de peser sur ce monde. Et ça a été complètement abandonné à partir du moment où on s'est rendu compte que, finalement, le nombre de personnes votant baissant de plus en plus, il suffisait d'agréger une clientèle
pour conserver un territoire, par exemple. Il suffisait, par exemple, d'avoir 20% des votants pour, aujourd'hui, par exemple, pour accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin de vous adresser à la nation, vous n'avez plus à tenir un discours civilisationnel, un discours clientéliste suffit. Mais j'allais dire, il y a eu pire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez aucune vision du monde et aucune vision de l'homme à proposer, la gauche est retombée derrière le wokisme. Il y a aussi une... Alors c'est assez amusant parce que ce sont des gens qui refusent le biologique tout en faisant, j'allais dire, l'acmé de leur positionnement. Vous avez aujourd'hui une gauche antiraciste qui vous explique que si vous êtes noir, vous devez penser de telle et telle manière. Si vous êtes noir, vous êtes forcément une victime. Si vous êtes blanc, vous êtes forcément un privilégié et un coupable. Et peu importe la réalité sociale de ce que vous vivez, peu importe par exemple que vous soyez descendant d'une famille qui a fourni de grands ministres au Sénégal par exemple, ou au contraire descendant d'une famille qui vit en Picardie et qui n'a jamais vécu que de la terre et qui connaît la pauvreté depuis des années et des années. Tout cela est complètement effacé au nom de la couleur de peau. Vous avez la même chose sur la question sexuelle, où on va vous expliquer que le summum de l'élévation morale, c'est de défendre les phénomènes trans, et les trans eux-mêmes sont dans une vision caricaturale de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la femme. La femme a de gros seins, a des règles, doit penser de telle manière. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être homme et développer un côté féminin. Non, il faut forcément que vous soyez une femme avec un pénis. Ça devient absolument n'importe quoi, mais dans la référence biologique, on est dans le stéréotype le plus parfait. Et c'est d'autant plus étonnant que finalement, cette gauche s'est moralement construite contre le nazisme, contre l'idée de race, contre l'idée d'une suprématie biologique, et aujourd'hui la réinstalle complètement tout en s'en défendant. On est dans une forme d'absurdistan à gauche qui, moi, me sidère complètement. Et la gauche que j'ai connue, celle pour laquelle je me suis engagée, elle a disparu. Aujourd'hui, si je veux voter à gauche, à part Georges Kuzmanovic, mais qui représente en fait à la fois une tradition très forte, mais qui est maintenant absente de l'existence des partis les plus importants. Sinon, la gauche qui, entre guillemets, compte et fait référence, et une gauche qui a complètement abandonné tout ce que le parti de Jaurès, tout ce que ses références... Il n'y a pas grand-chose de commun entre Jaurès et le wokisme, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, vous aussi, donc, vous êtes convaincu qu'on assiste à ce mouvement de droitisation complète de la société. Mais après... par le délitement des idées, finalement, par le délitement des idées à gauche, ou au renoncement des idées à gauche. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'à moins d'être complètement intoxiqué, il est très difficile d'être aussi irréaliste. C'est-à-dire que les 3/4 des gens n'ont pas le sentiment d'aller vers la droite, ils ont le sentiment d'être en phase avec le réel. Ce qu'ils vous disent, c'est que les représentations médiatiques, le discours que porte la gauche ne paraît correspondre pour eux à aucune réalité, les amène dans un absurdistan qui les rend fous. Donc ils ne sont pas en train de dire « je déplace mon vote ». De fait, ils finissent par le déplacer vers la droite. Mais quand vous discutez avec eux, le mot qu'ils vont employer le plus souvent, ça va être le terme de bon sens. Ça va être le terme de décence commune. Absolument, je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors à propos justement de réel, vous dites, Guillaume, quelque chose d'intéressant, je vous cite, vous dites « Alors que les valeurs et les mesures de droite sont minoritaires quand elles ont une étiquette partisane, elles sont majoritaires quand elles sont présentées en aveugle. » C'est exactement ce que vient de dire notre ami, c'est-à-dire qu'en fait, quand on présente dans des enquêtes d'opinion l'idée d'une forme de protectionnisme, l'idée d'une forme de préférence nationale, l'idée d'une forme, je dirais, de retour à l'autorité de l'État, ou inversement, enfin, ou de manière complémentaire, l'idée, je dirais, d'une forme de subsidiarité, de laisser les libertés aux différents corps sociaux qui composent le corps social, eh bien, ces idées-là sont très majoritairement admises par l'opinion publique. Dès qu'elles sont étiquetées d'un parti politique, dès qu'on dit c'est une proposition de LR, c'est une proposition du RN, et on verra bien dans les semaines qui viennent, c'est une proposition de reconquête, parce que jusqu'à présent, les enquêtes n'ont pas été faites là-dessus, et bien immédiatement, ça retombe à 30% d'adhésion. Voilà. Donc ça existe depuis quand même un certain temps, et donc c'est cette dichotomie
qui est quand même intéressante, c'est que oui, il me semble qu'il y a une adhésion à ce que moi je qualifie ou j'essaye d'identifier politiquement comme étant plutôt positionné à droite, et que la plupart des gens vont considérer comme étant tout simplement du bon sens, et que cette dichotomie, je dirais, elle traduit évidemment une défiance envers les partis politiques. Ça explique l'abstention, la défiance vis-à-vis des hommes politiques, le fait que, on n'ait plus véritablement confiance, je dirais, dans la capacité de tel ou tel clan à, je dirais, réformer la société, gouverner, etc. Donc voilà, il est certain qu'il y a là, à la fois, je dirais, une difficulté de la part de l'opinion publique à, finalement, accepter l'idée qu'il y a ce mouvement d'extrogir et que donc, en fait, ils sont rattrapés par les événements. Dans le fond, les positions qu'ils défendent sont peut-être des positions qui sont véritablement de droite, alors qu'en fait, ils se croient ou ils se pensent de gauche. Et puis, une deuxième chose, c'est que, deuxième élément d'analyse, c'est le fait que, oui, il y a incontestablement une distorsion, une rupture entre ce que l'on appelle les élites et le peuple. Voilà. D'une part, il y a, Michel, une rupture avec le principe de réalité à gauche, cette gauche qui se dit de gauche, c'est-à-dire la gauche woke, on va dire. Et puis, il y a cette espèce de confusion entre le bon sens et la droite qui fait que vous pouvez discuter, Michel, alors que vous êtes un homme de gauche, comme Céline, vous êtes une femme de gauche, vous pouvez tout à fait discuter avec cette droite de bon sens, finalement, ou ce bon sens que certains identifient comme étant à droite. Tout à fait, heureusement. Ouais. Mais j'allais dire, même normalement, dans une démocratie, on doit pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas dans son spectre politique. Là, c'est pas simplement discuter, c'est se retrouver sur les mêmes positions. Par exemple, je suis assez souvent ce que fait François-Xavier Bellamy, et alors qu'on n'a pas du tout la même culture politique au départ, je suis assez souvent intéressée par ses prises de position. Et y compris aussi par sa distance entre ce qui est de l'ordre de la conviction intime et personnelle et ce qui est de l'ordre de la proposition politique. Il y a aussi une autre chose que l'on a oubliée, c'est qu'un homme politique n'est pas obligé de penser absolument tout ce qu'il va mettre en œuvre. C'est-à-dire que, y compris De Gaulle, expliquait qu'à un moment donné, il tenait compte de l'acceptabilité d'une société, d'un certain nombre de propositions. Et cet homme qui est plutôt de culture royaliste va terminer par être un véritable républicain dans ce qu'il met en œuvre dans la société. Et ça prouve bien que finalement, il peut y avoir une distance entre vos intimes convictions et votre lien avec l'intérêt général. Or, aujourd'hui, on a en plus un deuxième problème qui est qu'on a des hommes politiques qui semblent penser que quand on leur donne le pouvoir, ils ne sont pas, on a des maires qui ne sont pas les garants de la ville et du contrat social, mais qui ont l'impression qu'on leur a donné mandat pour exprimer tout leur délire et tout leur particularisme, ce qui ne fonctionne absolument pas. C'est aussi ce lien avec l'intérêt général, l'idée que vous devez, quand vous représentez des gens, être en lien avec l'intérêt général, mais vous n'êtes pas vous-même, vos obsessions, vos particularismes ne représentent pas l'intérêt général. Et c'est dans cette prise de distance que l'on peut trouver le dialogue et que l'on peut trouver des proximités qui paraissent inattendues. Alors Michel, vous venez d'entendre ce que dit Céline. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle affirme? Oui, bien sûr, oui. Moi, j'étais très, très stupéfait quand j'ai lu les œuvres complètes de Camus, quand je préparais un livre sur la politique de Camus. Il y a un moment donné où Camus dit si la vérité, homme de gauche évidemment, gauche libertaire, dans l'esprit d'Orwell, si la vérité devait être de droite, alors je serais de droite. Et j'étais, mais comme un chien est interdit à l'arrêt, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? A-t-il raison? A-t-il tort? Et s'il a raison, ce que je crois, qu'est-ce que ça induit pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement la question de la dégustation à l'aveugle. Je l'ai souvent utilisée en disant mais c'est bien de connaître les vins quand on a vu l'étiquette, la bouteille, le bouchon, etc. Mais dans une idée dont on dirait dégustez-la à l'aveugle, qu'en pensez-vous? Sans vous dire elle est chez Mélenchon, elle est chez Le Pen ou je ne sais quoi. Et effectivement, c'est intéressant de voir que les gens perdant la capacité à utiliser leur libre examen, à faire fonctionner leur libre examen, mais simplement ayant besoin d'une sécurité qui a c'est mon parti,
parti, c'est mon bord, c'est la gauche, c'est bien, si c'est la droite, etc. C'est difficile de penser en homme libre. Moi, je pense qu'il y a aussi une ligne de partage aujourd'hui qui fait que je me retrouve avec la droite sur un certain nombre de points, c'est le partage entre les humanistes et les anti-humanistes. Ferry et Luc Ferry avaient fait un livre extrêmement intéressant avec Alain Renaud sur la gauche des 68A, enfin sur la pensée, ce qu'il avait appelé la pensée 68, en disant que c'était tous des penseurs anti-humanistes. Et de fait, l'homme n'existant plus, puisque Foucault avait énoncé la mort de l'homme, énoncé, eh bien, on n'avait plus aucune raison d'être humaniste. Et il pointait cette idée que c'est difficile d'être anti-humaniste en même temps, de vouloir libérer les quartiers de haute sécurité dans les prisons, défendre la cause palestinienne ou ce genre de choses. Et c'est effectivement, disons-le aujourd'hui, Luc Ferry et Alain Renaud qui avaient raison. Et il y a aujourd'hui une gauche anti-humaniste. C'est cette fameuse gauche woke. C'est-à-dire, il n'y a plus du tout de vérité de l'humain, il n'y a plus d'universalité de l'humain, il n'y a plus ce que disait fort justement Céline tout à l'heure. C'est-à-dire que le blanc hérite de la férocité blanche. Hein. L'expression n'est pas de moi. C'est-à-dire qu'on est génétiquement programmés, nous les blancs, pour porter la férocité blanche. Et puis, les gens de couleur, eux, sont portés, eux aussi, mais ça, c'est merci. Et c'est une pensée racialiste, d'ailleurs. La pensée racialiste rendue possible par Freud, la transmission phylogénétique. C'est la question du péché originel. Comment on fait pour dire, mais Adam, j'y suis pour rien, parce que le péché originel. Et il y a Saint-Augustin Carrie qui dit, ça se passe par le sperme, hein, la transmission, comme par Jésus, tout le monde a utilisé le sperme pour arriver au monde. Et bien comme ça, le péché originel s'est transmis. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ce péché originel se transmet. Le blanc est coupable tout le temps, quoi qu'il fasse. Et la personne de couleur, victime, quoi qu'elle fasse. De sorte que quand des femmes se font violer un 31 décembre en Allemagne, on explique que les violeurs qui pourraient passer pour des coupables sont des victimes, puisque finalement, les Blancs les ont privés de leur virilité, ils ne peuvent reconquérir leur virilité que par la violence, et les femmes blanches qui se font violer, elles ne sont pas victimes, mais elles sont coupables, puisque finalement, elles héritent de la férocité blanche. De sorte qu'il n'y a pas eu viol, il y a juste eu la possibilité pour des damnés de la terre de recouvrer leur dignité de manière violente, puisqu'il y a des violences légitimes, voire Sartre avec la critique de la raison dialectique. De sorte que quand la gauche se met à penser de cette manière-là, on ne peut pas suivre cette gauche-là. Moi, je ne peux pas. Et de fait, je préfère une gauche libertaire, justement celle d'Orwell, la fameuse décence commune, parce qu'il faut pouvoir s'en réclamer. Maintenant, 2 mots sur la décence commune, parce que on a pu croire que chez Orwell, ça participait d'une espèce d'angélisme quant au peuple, en disant « Ah, mais le peuple est porteur, naturellement ». De cette décence commune. Non, je crois que le peuple, il était porteur d'une décence commune pour des raisons de transmission. Il y avait d'abord la proximité avec la terre. Ça rend humble, la Terre, et ça rend intelligent. On connaît les cycles, on connaît la nature, on sait qu'on va disparaître, on s'inscrit dans le cosmos, et on ne fait pas le malin, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, pas Dieu, mais ce qui organise la totalité de la nature. À quoi on ajoutait, c'est-à-dire constat empirique de l'intelligence du monde dans laquelle on est, et dans laquelle intelligence on se trouve, hein, j'entends bien, je le formule comme ça, et puis on ajoutait à ça une école républicaine, qui apprenait aux enfants à lire, à écrire, à compter, à penser, de sorte que quand on ajoutait l'empirisme de la saisie du monde tel qu'il était, plus l'intelligence que les instituteurs proposaient, on disposait, on fabriquait une décence commune. Maintenant, je pense que quand il n'y a plus ça, les gens sont des urbains, ils sont fabriqués au béton, au bitume, à l'éclairage artificiel, ils n'ont jamais vu la voûte étoilée, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ciel de voie lactée saturant, enfin saturé par la voie lactée, ils ne savent pas ce que sont les saisons, il y a 3 arbres maigrichons, etc. Donc ils ne savent pas ces choses-là. Et de fait, quand à l'école on leur dit voilà, priorité LGBT, plutôt que d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, on va déjà questionner l'enfant sur son identité, il faudrait qu'il sache qu'il peut changer de sexe s'il le souhaite, etc., etc. Donc on peut aussi détruire la décence commune. Elle n'est pas donnée, c'est une construction, et quand on déconstruit la décence commune, on peut avoir malheureusement des difficultés à pouvoir en appeler à ce qui aura disparu. Alors, un tout petit mot. La décence commune, que j'accepte très volontiers de classer à gauche avec Orwell, elle rejoint la notion de préjugé chez Burke, qu'on peut effectivement plutôt, pour le coup, classer à droite, puisque à partir de ses positions libérales, il a plutôt évolué vers des positions un peu plus réactionnaires. Et puis il y a un deuxième point qui me paraît absolument essentiel, parce que, et ça je regrette que pour l'instant, en tout cas, aucun de nos candidats déclarés à l'élection présidentielle n'en parle, c'est pourtant un des enjeux essentiels des années, des décennies qui viennent, c'est la question effectivement de la nature de l'homme. Or, avec la question, je dirais, du wokisme, on voit qu'il y a exactement le même mécanisme intellectuel qui se passe dans les questions sociétales ou de bioéthique. On a l'impression que l'homme qui accepte la nature qui lui a été donnée, alors
Vous pensez par le hasard, moi je penserais plutôt par une puissance supérieure. Bon, en tout cas, il y a une nature de l'homme. Celui qui accepte la nature telle qu'elle lui est donnée, et en fait est ravalé au niveau finalement de l'animal. Tandis que celui qui se rebellerait et qui voudrait transformer, changer sa nature humaine, celui-là serait véritablement considéré comme homme. Dans le fond, n'est homme que celui... Enfin, on a l'impression que ne tendrait à être reconnu comme n'étant véritablement un homme digne de ce nom et titulaire de droit que celui qui se rebellerait contre sa propre nature. Alors, soit pour changer de sexe, soit pour changer sinon de race, du moins de positionnement social en raison de sa race, etc. Et ça, je crois que, donc, par conséquent, le transhumanisme, il n'est pas que, je dirais, lié à la question de bioéthique, il est aussi lié à la question de culture, et ça me paraît être le cœur des questions qui vont se poser dans les années à venir. Alors, on va continuer à questionner ces notions de droite et gauche, espèces menacées. Je rappelle que c'est le numéro que nous consacrons ce trimestre-là. Je voudrais vous faire réagir par rapport à d'autres contributeurs, parce qu'ils ne pouvaient pas être tous réunis aujourd'hui. Je voudrais vous faire notamment réagir par rapport à l'entretien, l'excellent entretien de Vincent Cousdière sur les modalités contemporaines du populisme qui nous est donné, et où il nous dit, notamment, pour expliquer un peu cette confusion dans laquelle nous vivons, les gouvernements sont dans la situation de ne plus pouvoir gouverner et les gouvernés sont dans la situation de n'être plus gouvernables. Qui veut réagir par rapport à cela ? Moi, je veux bien dire un mot. Allez-y. Il est certain que depuis quelques années, on nous a imposé le concept de gouvernance, qui est absolument insupportable. Il y aurait des solutions techniques et scientifiques qui s'imposeraient par principe. Et donc, on n'aurait plus à réfléchir avec la situation et à faire un choix philosophique, politique, etc. Donc ça, le populisme, je crois, est en partie une réaction, peut-être non consciente, mais enfin est en partie une réaction à cette, je dirais, à ce diktat de la gouvernance et je dirais comme on le dit, vous savez, du cercle de la raison, voilà, l'arc de la raison. L'arc de la raison. Bon, voilà. Donc ça me paraît essentiel. Et puis il y a un deuxième point, alors là qui pour le coup est important, c'est que le populisme, lui aussi, comme le clivage droite-gauche, il a évolué. À l'origine, le populisme, il est plutôt marqué effectivement à gauche. Lorsque le populisme, les partis populistes apparaissent au 19e siècle en Russie et aux États-Unis, c'est le peuple en tant que catégorie sociale qui est défendu. Et il me semble qu'aujourd'hui, se pose la question de savoir est-ce que c'est le peuple en tant que catégorie sociale ou est-ce que c'est le peuple en tant que corps politique. Et j'aurais plutôt tendance à penser que c'est le peuple en tant que corps politique qui est le principal enjeu du populisme. Mais donc ça veut dire que, oui, le populisme, comme le souverainisme, ce sont des courants qui peuvent se retrouver effectivement à différents endroits sur l'échiquier politique, à travers l'histoire, mais pas forcément hic et nunc. À mon avis, aujourd'hui, il se situe plutôt d'un côté que de l'autre, mais voilà. Vous parliez de cette gouvernance technocratique tout à l'heure, Céline, c'est cela, on y est en plein. Le populisme est une réaction à cette gouvernance technocratique. C'est exactement ça, c'est le rêve de la cuisinière. Vous avez, je crois que c'était Lénine qui explique que l'idéal communiste, ce serait que finalement, une cuisinière puisse diriger l'État sans aucun souci. Pourquoi est-ce qu'il voit ça comme ça ? Parce qu'il y a un rêve scientifique qui serait de dire, face à une situation, il y a une bonne solution. Donc, il suffit de bien examiner les données pour trouver la bonne solution et de la mettre en place. Qu'est-ce que vous évacuez dans ce cas-là ? C'est le peuple. Vous n'avez pas besoin de lui, puisque normalement, vous êtes censé, c'est finalement, la politique devient une adéquation des moyens aux besoins. Ça a l'air gouvernement des experts. Exactement. En fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas tout simplement parce que, d'abord, c'est pas aussi simple. Et ensuite, parce que même si vous avez une bonne solution, si elle n'est pas acceptée, si elle n'est pas partagée, elle ne produira pas d'effet. Donc, si vous évacuez la notion de peuple, de toute façon, même si votre solution pourrait être bonne, elle ne fonctionnera pas parce qu'elle a besoin des gens tout simplement pour que ça marche. Et dans cette tentative d'évacuation du peuple, on a aussi un calcul qui est purement électoraliste, c'est-à-dire qu'aller chercher l'intérêt général, le faire partager une vision de ce que pourrait être un avenir en commun, c'est compliqué. Utiliser des statistiques pour dire regardez, et on le voit, par exemple, on se retrouve dans une situation d'hyperconcentration. Pourquoi ? Parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait libérer des terres, qu'il était bien plus facile de gérer une population agglomérée
comme on allait être de plus en plus nombreux, il fallait nous empiler plutôt que nous laisser nous déverser sur tous les territoires. Bref, on a théorisé complètement la logique de la concentration urbaine, sauf qu'on est en train de se rendre compte que ça rend les hommes fous, que ça ne fonctionne pas, que ça crée ses propres limites et ses propres dysfonctionnements, mais on ne sortira pas de ce qui est une idéologie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout vu comme une idéologie, mais comme une rationalité. Et il y a un discours politique qui est de plus intéressant, qu'on trouve dans la politique, qu'on va trouver dans la presse, qui est la volonté de dire, mais nous avons le monopole de la raison, et vous êtes dans les passions, et ces passions sont forcément tristes, en oubliant en fait que nous sommes des êtres de chair, de sang et d'esprit, et que nous avons des passions, des raisons, et qu'il va falloir faire le lien entre tout ça. Nous ne sommes pas de purs esprits, nous sommes des corps habités aussi. Et il y a dans cette façon d'opposer politiquement la raison qui serait celle de la technocratie à la passion qui serait celle du populisme, une erreur fondamentale et une impasse politique. Oui, j'allais dire et demander son avis à Michel sur le gouvernement des experts finit par produire une poudrière politique. Oui, il y a un très beau livre de l'excellent Raphaël Doran sur la question du populisme à Rome. Et le populisme naît à Rome entre les patriciens et les plébéiens, quand effectivement le pouvoir, c'est compliqué, le fonctionnement du Sénat, et encore pas seulement du Sénat. Rome, c'est quand même 10 siècles. Entre la monarchie, la République et l'Empire, ça change quand même. Enfin, il y a toujours cette idée que les patriciens ont le pouvoir, via les sénateurs ou avec les sénateurs, et que les plébéiens, la plèbe, n'a pas le pouvoir. Et à un moment donné, on a les tribuns de la plèbe qui rendent possible la parole du peuple, et ça, c'est très intéressant. Maintenant, il y a des vrais populistes, au sens noble du terme, c'est-à-dire des gens qui ont le souci du peuple. Et puis après, il y a des vrais populistes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le souci du peuple, mais qui veulent se servir du peuple pour parvenir à leur fin, qui consiste à parvenir au pouvoir. Mitterrand, dont je parlais tout à l'heure, est un populiste dans ce sens-là, c'est-à-dire un démagogue, celui qui dit au peuple ce qu'il attend pour pouvoir être soutenu par un peuple qui va lui donner effectivement le pouvoir. Moi, j'accepte populiste. Quand Le Monde parle de moi en disant le populiste Michel Onfray, ils ont vraiment l'impression qu'ils m'ont insulté. Jadis, il y a une quinzaine d'années, à l'époque où Solers était encore intellectuellement vivant, il disait de moi que j'étais un tribun de la plèbe. Et il avait l'impression de me salir éhontément. J'ai pas eu plus beau titre de gloire que d'être traité de tribun de la plèbe par feu Philippe Solers. Et surtout donc, quand la plèbe fait sécession, qui effectivement à la pose le changement des institutions. Absolument. Et alors après on se dit, mais alors, moi je veux bien, allons-y, je suis populiste, mais alors vous êtes populicide. Donc la répartition maintenant c'est populiste ou populicide. Le mot n'est pas de moi, il est de Gracchus Babeuf, et je l'ai ressorti en disant mais ce mot est extrêmement intéressant. Donc on n'a pas le choix entre être populiste puis être progressiste, démocrate, républicain, enfin voilà. Non, l'opposition c'est populiste ou populicide. Soit effectivement on a le souci du peuple, ce qui est mon cas, soit on n'a aucun souci du peuple, on s'en fout absolument, on dit faites l'économie du peuple. Nous sommes dans une logique saint-simonienne. C'est Saint-Simon quand même qui évacue le peuple en disant mais laissez faire les techniciens, laissez faire les technocrates. C'est tout ce qui distingue la démocratie directe de la démocratie indirecte. La démocratie indirecte va permettre de fabriquer une classe politique qui pour le coup se moque absolument de la droite et de la gauche. On a très bien vu comment le référendum perdu par le pouvoir se retrouve gagné parce que les représentants du peuple votent contre le peuple avec le traité de Lisbonne. Assemblée nationale plus Sénat réunis, le Congrès, et on a un coup d'État extraordinaire contre le peuple. C'est quand même sidérant. Généré par Sarkozy, qui aujourd'hui nous donne tout le temps des leçons de démocratie, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui nous ont dit que le peuple pouvait errer, qu'il pouvait se tromper, qu'il pouvait mal penser, que d'ailleurs il errait tout le temps, il se trompait en permanence. BHL, Maminck, Attali, enfin tous ces gens, on les connaît, tous les gens qui ont voté oui à Maastricht, et qui nous ont dit, mais laissez faire. Céline parlait tout à l'heure de la cuisinière qui aurait pu diriger l'État. En fait, c'est l'État qui a dirigé la cuisinière. Ça s'est exactement inversé, et on a dit, ce serait tellement bien s'il y avait les soviets. Et puis finalement, le parti unique à flinguer les soviets, je rappelle Kronstadt 1921, et puis après on a dit mais laissez faire le parti, laissez faire les gens intelligents. Vous connaissez l'économie? Non, vous ne connaissez pas l'économie, vous êtes incapable de, puis hop, on va faire une espèce de grande dissertation économique, on va dire alors laissez-nous faire. Donc votez oui à Maastricht, vous n'y connaissez rien à l'économie, parce que l'économie est une religion.
c'est pas une science exacte, l'économie. Non, je veux dire, on nous dit l'économie est une science exacte. Non, c'est une religion, c'est une croyance. Ça me paraît évident. Et on peut faire d'ailleurs la déconstruction de l'économie qui renvoie à la foi, à la croyance. Le papier-monnaie ne fonctionne que si on y croit. Si on n'y croit plus, ça marche plus. Et donc l'économie, c'est essentiellement une histoire de foi. Enfin bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Simplement, aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement, il faut faire l'économie du peuple, car le peuple est crétin, vu qu'on crétinise le peuple. Ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire à l'école, quand on n'apprend plus à penser, à réfléchir, à lire, à écrire, on n'apprend plus à voter. Comment pourrait-on voter intelligemment? C'est Condorcet qui nous disait que le vote, c'était la meilleure des choses, si tant est que le citoyen était en amont, informé, éclairé, etc. Où est-on informé? Quand, sauf chez nous, les Front populaire, mais quand il y a une idéologie terrible, mais terrible, pour nous expliquer qu'il faut être maastrichtien, qu'il faut effectivement défendre l'Europe qui ne peut être que libérale, etc., etc. Et donc en face, on criminalise la pensée en disant vous êtes des populistes. Moi je dis oui, je suis un populiste. Et vous des populicides, chacun ayant choisi son camp, voilà. Et moi j'aimerais qu'on puisse retrouver non pas une gauche populicide, ce qui est quand même essentiellement le cas, parce qu'in fine, le Parti communiste ou Mélenchon on peut faire des roulements de tambour en nous disant qu'ils n'ont rien à voir avec le Parti socialiste. Au deuxième tour, quand il y a Macron et qu'il y a Marine Le Pen, tout le monde dit votez Macron. Globalement, ils défendent tous le même monde. Alors ils arrivent par des chemins détournés, mais finalement toujours à voter pour le même personnage. Et moi, j'aspirerais à effectivement une gauche qui soit populaire, populiste en même temps, et qui le revendique. Et en disant, mais si vous avez une gauche populicide, elle existe déjà, c'est celle de BHL, laissez-la faire, mais ça fait juste 30 ans qu'elle est au pouvoir et qu'on voit ce qu'elle a été capable de faire. Ça me paraît pas terrible. Ouais. Un tout petit mot, extrêmement rapide. À côté de la démocratie directe, il y a une autre possibilité, ça s'appelle le mandat impératif. Oui. Sauf que, évidemment, parler des élus ou à des candidats aux élections du mandat impératif, vous allez voir comment vous allez être reçus. Bien sûr. Ça, c'est sûr et certain qu'ils ne l'accepteront pas, parce qu'en fait, et ça me paraît une chose importante de le dire, les élus considèrent que c'est eux qui exercent la souveraineté. Oui, les électeurs ne font que exercer la fonction de désigner les élus qui, eux, incarneront la volonté générale. Et là, il y a une méprise, notamment, je le crains de la part d'un certain nombre de nos compatriotes qui s'imaginent que plus l'abstention augmente, et bien plus la légitimité des élus baisse. Pour eux, au regard de ceux qui veulent défendre, je dirais, la capacité des gouvernés à surveiller les gouvernants. Mais pour les gouvernants, ça ne change rien. Ça ne change. Vous pouvez préciser ce qu'est le mandat impératif pour ceux qui ne sauraient pas, parce que... Eh bien, c'est le fait qu'un élu doit être tenu de voter conformément aux directives qui ont été données par ses électeurs. Tenir ses promesses, tout simplement. Contrôlé par l'électeur et démis. Possiblement démis, voilà. Etc. Alors, c'était le cas, en théorie du moins, pour les députés aux États généraux dans l'ancienne France. C'était ce qui était plus ou moins prévu dans la première constitution républicaine, la constitution de l'an 1, celle de 1793, qui n'a jamais été appliquée. Et puis, sinon, tous les autres régimes mis en place depuis 1791, ont tous reposé sur le mandat représentatif. Alors, il y a quand même un personnage dans l'histoire politique française qui est majeur, qui est la figure du général de Gaulle, qui ne parle jamais de mandat impératif, mais qui se l'applique à lui-même. C'est-à-dire quand il est désavoué sur un référendum, il part. Ou même aux législatives. Eût-il perdu les législatives, voilà. Il aurait démissionné et qu'il n'aurait sûrement pas cohabité. Ouais, voilà. Et ce personnage-là, c'est une exception française qui a réussi à transcender le clivage de gauche, de droite, aussi sur cette valeur morale-là. C'est-à-dire quand on est élu pour faire quelque chose, on fait cette chose ou on s'en va. Et puis c'était aussi l'idée, tout simplement, que pour qu'un pouvoir puisse commander quelque chose, il faut qu'il y ait une relation de confiance et qu'il n'ait pas besoin d'utiliser la violence. Voilà. Je me permettrai une correction fraternelle de Céline, parce que tout à l'heure, tu disais que De Gaulle démarrait du côté monarchiste, royaliste, et que finalement, il était parti du bon côté. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il a toujours été républicain. Simplement d'une radicalité républicaine telle que c'est difficile à concevoir pour des gens qui imaginent que dans la famille, on lisait l'Action française, le journal de l'Action française. Bien sûr. Et puis, le général de Gaulle, c'est pas son père. Et il y a eu chez lui cette conception romaine de la République qui faisait, tu as raison de le dire, que quand il a pensé à la Ve République, il a
a dit, mais il faut qu'on ait l'avantage de la République et l'avantage de la monarchie. Donc il faut un monarque. Ce monarque, il devait être élu au suffrage universel direct. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis la possibilité de guillotiner ce monarque en disant, vous allez voter, et si je perds ma majorité, probablement au municipal, au cantonal, au départemental, etc., enfin toutes les élections qui pouvaient exister à l'époque, évidemment les élections législatives, si je pars, je m'en vais. Je remets mon mandat en cause, et puis si c'est moi que vous ne voulez, de moi dont vous ne voulez plus, je m'en vais, et l'affaire est réglée. Ça, c'était quand même une façon d'équilibrer la monarchie par la République, en disant, vous avez le roi, et vous avez aussi la guillotine, pour vous en défaire si vous le souhaitez. C'est tellement juste mon hypothèse que finalement, en 69, il montre comment ça marche. Et c'est tellement terrible que cette hypothèse ne soit pas celle de Mitterrand ou de Chirac qu'on a bien vu qu'à chaque fois qu'il perd une élection, il restait. Mais je pense ce qui est intéressant, c'est de se dire que dès le départ, lui est conscient des obligations qu'il se donne, oui. Et il est tout de suite sous le coup du soupçon parce qu'en fait, tous les autres membres de la classe politique, eux, ne s'imaginent absolument pas démissionner en cas de perte législative, etc. Ce qu'il appelle les politiciens. Voilà, ce qui va expliquer tous les procès qui lui sont faits, qui fait qu'à un moment donné, il est obligé de dire « mais je ne vais pas commencer à mon âge une carrière de dictateur ». Et c'est là où on voit à quel point une imprégnation idéologique, puisque ce qui va me faire dire c'est un monarque qui va évoluer vers la République, c'est mon imprégnation idéologique. Le fait d'avoir passé 20 ans dans un certain type de cadre. C'est la version du coup d'État permanent de Mitterrand. Exactement. Qui est une jurisprudence terrible à gauche. C'est ça. Et comme quoi, même en prenant conscience d'un certain nombre de choses et en s'en détachant, votre esprit lui-même vous remet dans la tête des phrases toutes faites. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis. Alors, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est qu'on associe la figure de l'homme de droite à quelqu'un d'attaché au passé, un homme de réaction presque, c'est-à-dire c'était mieux avant systématiquement, et puis l'homme de gauche qui lui va vers un progrès qui sans cesse est à venir et qui nous annonce des jours meilleurs. Et des lendemains qui chantent. Voilà, des lendemains qui chantent. David Lépée, dans notre numéro, écrit, pour continuer à évoquer ce sommaire de Front Populaire numéro 7, l'homme de gauche est semblable à Orphée. Il ne peut qu'aller de l'avant vers un avenir sans cesse radieux et reste tétanisé à la simple idée de jeter un regard rétrospectif sur le passé. Oui, ça c'est le vieux schéma chrétien, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les Grecs imaginent que le temps est cyclique, c'est circulaire en permanence, chez tous les Grecs c'est ça, et puis on a avec les chrétiens l'idée que le temps est une flèche. C'est-à-dire que là où je suis, c'est le présent, derrière moi, c'est le passé, et devant moi, c'est le futur. Et donc, cette flèche, elle est constante, et on a la parousie, c'est-à-dire le retour un jour du Christ sur terre, qui permettra le jugement dernier, finalement, la réalisation du paradis pour ceux qui l'auront été, etc. Eh bien, ce schéma est repris... C'est le schéma qu'on retrouve chez Bossuet au XVIIe siècle, dans sa lecture de la philosophie de l'histoire. Il est complètement repris, mais vraiment complètement au XVIIIe siècle par la philosophie des Lumières et par notamment Condorcet, qui est le grand homme de cette pensée progressiste et qui écrit l'esquisse d'un progrès, des tableaux historiques des progrès humains. Et donc il dit, voilà, vous avez une abscisse, vous avez une ordonnée, vous avez une flèche, mais elle est montante, cette flèche. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on va vers des choses formidables. Alors il dit des choses très bien, hein, du genre on en finira avec l'inégalité des hommes et des femmes, l'exploitation, la fin des guerres, la misère, de la pauvreté. Mais à un moment donné, il dit, on va même arrêter. On en finira avec la stupidité. L'erreur deviendra trop compliquée. La vérité deviendra extrêmement simple. Les guerres disparaîtront. Les religions n'auront plus lieu d'être. On se dit, bon, on a un petit peu de temps de recul, là, et on se dit, votre fameuse 10e période, c'était cette période qui a permis à Marx d'imaginer l'homme total, qui a permis l'homme nouveau, formule d'ailleurs, par ailleurs de Saint-Paul, mais qui est une formule qu'on retrouve chez les fascistes, puis chez les bolcheviks. C'est pas le même homme nouveau, quand même. Hein, sauf que l'idée qu'on puisse faire un homme nouveau, oui. Et cette idée de la parousie, je comprends peut-être que le schéma chrétien recyclé de manière extrêmement laïque, sans transcendance, ou alors avec une transcendance historique, peut choquer. Mais je pense que de fait, ça a beaucoup été dit, que c'est une espèce de christianisme devenu fou. Et moi, je pense que le wokisme est complètement là-dedans. Ils sont des enfants, des petits-enfants de Condorcet, en imaginant qu'on va pouvoir réaliser, justement, votre idée est excellente, cette idée de la dénaturation. C'est mon prochain gros livre, cette idée d'un travail sur la nature humaine en disant mais comment peut-on économiser l'évidence d'une nature humaine. Simplement la nature humaine chez Homère, les poèmes hésiodiques, Échille, les tragédiens, c'est pas exactement la même chose que quand il y a eu Darwin.
C'est peut-être ce qui nous distinguerait, mais je pense que l'origine des espèces, mais mieux que ça, la descendance de l'homme en 71, l'autre c'était 59, dit des choses dont on ne peut faire l'économie quand on veut penser en termes de nature humaine. Mais il y a chez les wokistes aujourd'hui, chez les tenants de la gauche wokiste, l'idée que Darwin est à mettre à la poubelle. In fine, c'est ça, cette façon de dire que le progrès va nous permettre une espèce de post-humain. Le post-humain sera inhumain, hélas, et je crois que si on est toujours sur ces logiques progressistes du genre demain sera toujours meilleur et quel que soit le demain, c'est problématique. Et ça, c'est quand même une question qui se trouve posée avec Camus, puis avec son professeur Jean Grenier, qui écrit l'essai sur l'esprit d'orthodoxie pour nous expliquer que c'est la maladie de Hegel, c'est la question de la dialectique. Il y a cette fameuse thèse, antithèse, synthèse, le deuxième moment qui est le fameux Aufhebung, on garde et on dépasse. On n'a pas le mot en français, donc on garde et on dépasse. Et quand on dit, mais il y a des camps de concentration quand même en Union soviétique, regardez ce qui se passe, le goulag, etc. On va chercher Hegel et on dit, ah mais non, c'est le moment de la négativité. C'est pas grave, c'est la négativité qui rend possible une positivité. C'est un moment nécessaire. On a eu le capitalisme, là on est obligé de faire une transition, et cette transition elle va rendre possible le socialisme et le communisme un jour, mais un peu de patience. C'est fait pour réaliser l'histoire. Et la justification de toutes les négativités, c'est-à-dire Pol Pot, Mao, Staline, Lénine, etc., tout ça, Castro, tout ça a été justifié par une théorie hegelienne qu'on retrouve chez Badiou, qu'on retrouve chez Zizek, qu'on retrouve chez un certain nombre de gauchistes qui sont toujours tenants de cette thèse-là. Et il y a effectivement au moins cette idée à gauche que on est un progressiste, on souscrit au schéma de Condorcet, on souscrit au schéma de Hegel, c'est-à-dire la négativité est toujours nécessaire. On est obligé de détruire des livres aujourd'hui, c'est pas très grave. On est obligé d'interdire des spectacles, c'est pas bien grave. À un moment donné, on aura enfin un homme réconcilié, le fameux homme nouveau qui sera post-humain. Je trouve étonnant, mais pas trop, que la gauche souscrive à ce projet-là, parce que c'est un projet totalement déraisonnable. D'ailleurs, je pensais aux Khmers verts, ceux qu'on appelle les Khmers verts. Ils sont encore dans cette espèce de pensée et qui justifierait toutes les contraintes, toutes les décisions les plus contraignantes sur l'individu parce que on a besoin de préparer l'après. Ouais, vous êtes d'accord ? Oui, mais c'est lié à une représentation, à une idéologie du bien qui est vue comme unique. Autrement dit, quand vous imaginez que l'histoire ne va que dans un seul sens, elle va dans le sens du bien, normalement, d'une réalisation. Donc, le bien, il se définit de façon assez stricte. Et c'est une marche vers l'unicité du monde. Et le premier à tirer la sonnette d'alarme, mais personne n'a envie de l'entendre, quand on va le comprendre, il va même se faire vraiment limite insulter, c'est Lévi-Strauss, qui à un moment donné, dans une conférence sur justement l'histoire, va finir par expliquer qu'en fait, cette marche vers l'unicité du monde est une marche vers l'appauvrissement de l'esprit, et qu'on ne peut être intelligent et créatif que s'il y a suffisamment de différences culturelles entre les hommes. Donc il est d'accord à la limite pour dire il n'y a pas forcément de hiérarchie entre les cultures, elles obéissent tous à un certain nombre de principes et de visions, mais lui va dire vouloir tout unifier en disant voilà quel est le bien et voilà comment doit être l'homme, voilà comment doit être la civilisation, voilà comment doit être notre modèle politique, notre modèle économique. Tout cela va nous amener dans le mur parce qu'à la fin, ce rêve d'une unicité des sociétés, d'une unicité de l'homme, c'est la mort de la créativité, c'est la mort de l'intelligence et c'est la mort de la pensée. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec une gauche woke qui est une gauche extrêmement intolérante et qui ne supporte pas un avis différent du sien sans le diaboliser. Et en fait, une des premières montées de la violence politique, elle est sur la diabolisation de l'adversaire parce qu'en fait, cette marche en avant n'a plus de but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous dites à quelqu'un tu es progressiste, très bien. Donc, vers quel progrès vas-tu ? Puisque tu marches vers le progrès, comment est ta France progressiste ? Décris-la-moi. Dis-moi. En fait, ils sont incapables de lui donner un contenu. Donc, le progrès est devenu du bougisme. C'est exactement ce qu'on a, notamment avec En Marche. En Marche, c'est très intéressant. L'idée, c'est de dire, vous devez vous lever, vous devez avancer. Vers quoi ? Mais ça, personne ne se pose la question. C'est extrêmement drôle de voir un homme comme Emmanuel Macron dans la dernière fois qu'il a été interviewé sur TF1 pendant 2 heures, être absolument incapable de donner une vision de ce que serait son projet. Il n'en a pas. Mais il faut être en marche. Mais il ne peut pas le dire.
Oui, Il mais ne peut pas elle dire est qu'il a envie jamais, de détruire la elle est- France. voilà, elle est Quand jamais mais c'est partagée. Castaner qui dit oui, c'est une élection locale. L'élection présidentielle, c'est une élection locale. Ce qui importe, c'est l'Europe. Il s'agit de fabriquer une société transhumaniste, mais on ne le dit pas. Non, jamais. Il ne va pas dire, Donc, Macron, mais du vous savez, coup, le but, tu as- il faut absolument détruire la France, il faut absolument que l'Europe soit une courroie de transmission. Le but, c'est justement qu'on puisse, Mais on y voilà, revient, mais vendre tu te des dis- enfants, acheter des enfants, Tu te dis, objectiver du les coup, gens. ceux qui se lèvent et qui se mettent en marche, ils sont capables de suivre quelqu'un sans savoir où ils vont. Oui, oui. C'est quand même, pour un peuple éduqué, c'est choquant. Guillaume. Un tout petit mot pour dire que je partage parfaitement l'analyse et la dénonciation du progressisme. Simplement, je vais jouer un petit peu mon rôle, qui est de défendre le christianisme, pour dire que tout de même, la vision chrétienne, je dirais, de l'histoire, certes, évidemment, c'est pas la vision antique, je dirais, qui est la vision cyclique. Pour autant, le progrès ou le supposé progrès ou l'évolution, elle n'est pas linéaire, tout de même. C'est ça la différence avec quand même l'idéologie progressiste. Et puis, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, il est bien évident que, oui, dans le christianisme, contrairement à ce progressisme-là, qui ne sait même pas où il va, où évidemment il y a, je dirais, un volontarisme presque pur qui s'exprime là. Il y a quand même dans la vision chrétienne de l'histoire ou de l'histoire de l'humanité, il y a tout de même l'idée que l'être tend vers son devoir-être, enfin tend vers ce qu'il contient en lui, et ça ne veut pas dire qu'il va atteindre son devoir-être tout de suite, il peut le manquer, mais enfin, a priori, il est en capacité de l'atteindre. Voilà. Bon. Juste deux mots sur la question de la parousie. Vous savez comment ça a évolué, c'est-à-dire que si vraiment on lit les textes, le Christ est censé revenir du vivant de ceux qui l'ont entendu. La parousie, normalement, c'est à longueur de la génération contemporaine de Jésus. Ça fait, si Jésus existait, 20 siècles qu'on attend que Jésus revienne. Donc c'est ce qui me permet de vous dire que le schéma a quand même beaucoup évolué, et qu'il a notamment évolué avec saint Augustin, qui comprend bien, au moment où il écrit, que si Jésus doit revenir du temps de la génération, à Rome, et qu'il a vu que ça fait à peu près 3 siècles que ça ne vient toujours pas, il se met à nous expliquer que oui, mais enfin, il fait un calcul incroyable pour nous expliquer que c'est un chiffre symbolique, et que ça arrivera bien sûr un jour, etc. Il faut historiciser le concept de parousie, et l'une de la déconstruction, enfin l'un des moments de la déconstruction de la parousie me semble être une récupération effectuée par le progressisme du XVIIIe siècle. C'est pour me permettre de préciser plus précisément. Ça vous permet de garder un christianisme intact, en même temps que je peux dire qu'il y a effectivement une épistémée, pour utiliser le mot de Foucault, une épistémie chrétienne qui marche, y compris chez les athées dont je suis. Mais c'est vrai que l'homme de droite va plutôt voir, comme les Grecs anciens, l'âge d'or dans le passé et non pas dans le futur. Ça. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, ce mouvement d'extrogir dont vous parlez beaucoup dans Front Populaire numéro 7, c'est assez amusant parce que Guillaume Bernard, vous avez l'air de souvent classer, vous classez beaucoup de choses à droite en fait, parce que même le mouvement des Gilets jaunes, vous nous dites... C'est pas pour tout. Le mouvement des Gilets jaunes confirme le mouvement d'extrogir. Alors ça, c'est intéressant parce que j'avais dit 7000 signes, c'est pas ce compris pour pouvoir répondre. Donc forcément, au bout d'un moment, il faut bien trouver. En quoi le mouvement des Gilets jaunes fait partie de cette dérive d'extrogir? À partir du moment où les Gilets jaunes, si on se met déjà d'accord sur le fait que le mouvement des Gilets jaunes, qui est né hors parti, hors syndicat, qui est né de la société civile. Bon, ça c'est quand même un événement important. Ça veut donc bien dire que ce que nous évoquions tout à l'heure, les structures de canalisation des courants sociaux sont totalement dépassées. Bon, y compris l'Église d'ailleurs. Bon, si on se met d'accord sur ce que sont les Gilets jaunes. Je veux vivre décemment de mon travail. Je constate que je paye des impôts, et je veux bien en payer des impôts, mais il s'avère que les services publics qui sont fournis avec ces impôts sont de moins en moins efficaces et de moins en moins réels. Et deuxièmement, je souhaiterais quand même pouvoir participer à la décision publique par notamment le référendum d'initiative populaire, et le peuple doit pouvoir s'auto-saisir des questions qui l'intéressent et pour lesquelles il est compétent. Il me semble que cet aspect du RIC, qui est un populisme au sens du défense du peuple comme corps politique, et la défense, je dirais, d'un ordre social dans lequel la valeur n'est pas la redistribution, mais l'initiative, on peut interpréter ce mouvement des Gilets jaunes comme étant, non pas consciemment, parce qu'il ne s'est absolument pas pensé comme cela, mais comme appartenant ou disons participant au mouvement d'extrogir. Voilà. Mais je n'ai pas dit que tous les Gilets jaunes, y compris sur les ronds-points, allaient voter à droite.
Alors Pas ce que Michel, j'ai dit. je vous ai vu ne Et pas même être souvent, ils vont totalement s'abstenir. d'accord. Oui, parce que je ne pense pas que ce soit le désir de réhabiliter l'initiative privée, mais le désir de réhabiliter la dignité. D'accord. Et c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire juste des gens disant je veux bien être exploité, humilié, travailler comme un fou, ne pas avoir d'argent pour payer les jouets de Noël, être obligé de demander à mes parents de payer les jouets de mes enfants. Je veux bien ne plus avoir d'argent après le 15 du mois. Je veux bien éventuellement payer des taxes pour sauver la planète, etc. Mais je ne vais juste pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Et j'aimerais bien recouvrer un peu de dignité. Alors, je ne vais pas dire droite-gauche, en disant la dignité de droite, la dignité de gauche, mais je ne pense pas qu'il y ait une réhabilitation de l'initiative individuelle. Juste des gens qui ont dit, s'il vous plaît, on existe, on est là. Un peu de dignité, un peu de décence. Et là, j'y vois quelque chose qui serait... Pour le coup, je dirais ni de droite ni de gauche, pour le coup. Quelque chose de très humaniste, disant, mais nous sommes les misérables de notre époque, est-ce que vous ne pourriez pas nous regarder ? Évidemment, ce mouvement des Gilets jaunes dont on parle là, c'est celui du début. Oui. C'est bien avant Récupérer le moins les récupérations diverses des variétés. Il avait plutôt un côté gauche traditionnel. On oublie toujours. Non, mais on oublie toujours. Chacun voit midi à Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui peut être amusant. On oublie toujours que la gauche, avant d'être la redistribution, c'est le travail. D'abord, c'est une reconnaissance que la seule chose qu'on ait pour changer sa destinée, c'est sa force de travail, sa capacité à se cultiver aussi, mais avant tout sa force de travail. Donc c'est aussi un appel à la reconnaissance de la force de travail. Avant de pouvoir avoir de la redistribution, il faut bien produire de la richesse. Et la question qui est au cœur de la redistribution, c'est celle de l'inégalité. Et finalement, c'est aussi un mouvement qui disait, mais nous travaillons, nous participons à l'effort national. Et finalement, on est exclu d'un certain nombre de systèmes. C'est-à-dire, c'était aussi un mouvement des classes populaires et des classes moyennes qui disaient « nous payons pour tout, nous ne recevons pas grand-chose, et pourtant nous sommes la force qui constitue la France, nous sommes cette force de travail-là ». Donc comme quoi, du même mouvement, on va avoir trois regards, mais probablement parce que le mouvement était protéiforme aussi. Je voudrais vous faire réagir sur cette phrase de Jérôme Sainte-Marie dans son excellent article. Les Gilets jaunes ont pulvérisé l'hypocrisie bourgeoise en rappelant que notre pays tient debout grâce à des gens sous-payés qui font des boulots utiles. Rappelez-vous, les premiers de cordée, on se prend un drame qui est la pandémie, et à ce moment-là, on se met à remercier les premiers de corvée parce qu'on se rend compte que ces premiers de cordée, on peut s'en passer temporairement, il en faut. Il a toujours fallu des élites et il faut des premiers de cordée. Mais quand on est vraiment dans la merde, ce sont les premiers de corvée qui vous sauvent. Et on a vu le poids que ces personnes avaient dans la société et quelque part le mépris et l'invisibilité par lequel elles étaient frappées. Donc oui, à ce titre-là, ça a été un grand déchirement, un grand dévoilement, mais on a quand même très vite refermé les rideaux sur ces réalités-là. Absolument. Alors, on ne pourrait pas se quitter sans évoquer un peu, de façon un peu plus triviale, la campagne électorale qui se déroule sous nos yeux. On est d'accord, Guillaume, que, évidemment, les dynamiques sont à droite. On a appris ce matin que peut-être Christine Taubira allait se lancer dans la course aussi au présidentiel. Enfin, ça va changer quoi que ce soit à cette dynamique qu'on sent très à droite. À la présence de Christiane Taubira, non, j'y crois pas trop. Je voulais vous l'entendre dire. Quand on additionne tous les scores potentiels de la gauche aujourd'hui, on tombe sur ce que le Parti communiste faisait à lui tout seul jusque dans les années 70. Donc c'est sûr que, honnêtement, la dynamique n'est pas de ce côté-là. Alors après, il faut quand même avoir deux choses en tête. Un, Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat. Le sera-t-il vraiment? On verra bien. Deux, il y a au moins 40%, voire 50% des Français qui ne sont absolument pas sûrs ni d'aller voter, ni du vote qu'ils vont faire. Donc les sondages qui nous donnent aujourd'hui tous les candidats, je dirais à certains niveaux, sont discutables. Bon, après, on verra effectivement quels seront le rapport de force. Est-ce que Zemmour va empêcher Marine Le Pen d'être au second tour? Est-ce que en revanche, on aura, je dirais, Éric Zemmour à la place de Marine Le Pen au deuxième tour? On verra. Sincèrement, moi je pense que de toute façon, la présence de Zemmour a fait que j'ai jamais vu une primaire de la droite aussi dure. Donc ça, c'est clair, il a imprimé le fait que le discours... On n'a jamais vu une pensée réactionnaire aussi clairement explicite, exprimée, c'est ce que vous voulez dire.
Alors attendez, deux choses. Non. Je ne crois pas que Zemmour soit réactionnaire. Que moi, vous me cataloguiez de réactionnaire, je le veux bien. Je l'assumerai parfaitement. Pas que Zemmour est réactionnaire. Bon. Ah non, je ne crois pas. Non, je crois qu'il est dans le cadre de la pensée moderne, parce qu'il se revendique du bonapartisme, etc. Ce qui est, je dirais, le plus à droite, philosophiquement parlant, pas forcément sur l'échiquier politique. Mais il est ce qui est, dans le fond, la synthèse. Hein. Vous savez, Bluch avait dit que le bonapartisme était un centre par synthèse des extrêmes. Bon, donc il prend à la droite réactionnaire et il prend à la gauche. Donc oui, il est sur une position bonapartiste qui a des relents parfois de pensée réactionnaire, mais il n'est pas entièrement et explicitement et exclusivement réactionnaire. Il n'est pas contre-révolutionnaire, Éric Zemmour. Il n'est pas catholique social non plus. Non, mais donc, il remet souvent la France avant la République dans ses discours. C'est d'ailleurs très clair. On peut parfaitement l'entendre. Hein. La France existait avant la République. C'est en ça que je disais réactionnaire. De ce c'est point pas de vue-là, nécessairement dans ma bouche d'ailleurs une insulte. Péjoratif, d'accord, très bien. Non. Mais en tout cas, on a effectivement, je dirais, une dynamique électorale qui est de ce côté-là. Est-ce qu'ils vont se paralyser l'un l'autre, ou est-ce que l'un des deux, d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, vont, je dirais, est-ce que l'un des deux va l'emporter l'un sur l'autre? Honnêtement, aujourd'hui, je crois qu'il est difficile de répondre à la question. Elle vous inspire quoi, Michel, cette campagne, à l'heure qu'il est? C'est difficile de faire des commentaires quand on ne sait pas encore qui y va vraiment. C'est-à-dire là, on est encore en train de se demander si Taubira y va. Si Taubira y va, elle donne l'impression que tout le monde va aller derrière elle en disant on va réunir la gauche. On voit bien qu'elle va piquer des voix à Jadot, qu'elle va piquer des voix à Mélenchon. Peut-être peut-elle encore en voler à Anne Hidalgo, tant est qu'il en reste quelque chose à voler. Ça va être encore une explosion façon puzzle. Là, on voit mal comment ça pourrait se passer autrement. Et alors là, pour le coup, ça va éjecter, je pense, Mélenchon définitivement. C'est-à-dire qu'il va perdre 1 ou 2 points et puis il n'existera plus après ça. C'est une façon de dire j'arrive pour sauver la gauche alors qu'elle est en train de passer à la sulfateuse, quoi. Ouais. Donc bon, très bien, elle va sulfater, ce sera très bien, elle va expliquer encore. Je rappelle quand même qu'on a beaucoup attaqué Jean-Pierre Chevènement en estimant qu'il était le coupable du fait que Lionel Jospin n'était pas au second tour et qu'en fait Madame Taubira est allée, elle, se présenter avec un programme qui n'était pas très différent de celui de Jospin, alors que Chevènement il y avait une vraie opposition. Ça justifie absolument la présence de Jean-Pierre Chevènement, mais pas du tout la présence de Mme Taubira, dont je rappelle qu'elle avait voté en faveur de Balladur un temps et qu'elle fut longtemps très amie de Bernard Tapie. Ça fait des cautions de gauche, tous ces gens-là. Donc effectivement, si elle arrive là en disant « je suis là pour réunir la gauche », elle vient pour être l'idiote utile de la sulfateuse de la gauche, tuant elle-même la gauche. C'est très bien. Il y avait un cadavre, ils sont en train de s'exciter sur le cadavre. Formidable. Ouais. Simplement, après, effectivement, il va se passer quoi avec... Alors, est-ce que c'est pas précisément le temps d'une reconstruction de la gauche post-électorale? Vous y croyez? Oui, j'y aspire. Voilà. Moi, j'ai fait je ne sais combien de livres pendant des années, avant d'être diabolisé, etc., etc. Disons, avant mon Freud, qui a fait que je suis passé du côté obscur de la force et que je suis devenu un type d'extrême droite. Mais moi, je n'ai jamais été approché par le Parti Socialiste. J'ai fait un livre qui s'appelait Féeries anatomiques, qui était une proposition en matière de bioéthique, en disant qu'on ne pouvait pas justifier une espèce d'eugénisme libéral, etc. Pensez-vous que j'ai été sollicité par quelque homme politique que ce soit pour dire « Ah, ce serait bien qu'on travaille la question de la bioéthique, comment pourrait-on se positionner sur ce sujet-là? Vous ne pourriez pas faire un petit topo dans une salle avec 30 militants qui... » J'en sais rien, enfin, jamais. Donc, je trouve qu'il faudrait aujourd'hui dire très bien, plus le cadavre sera transpercé par les dernières balles de Mme Taubira, plus il faudra dire « Passons à autre chose ». Et si nous revenions à une gauche qui pourrait s'entendre intelligemment avec la droite, ou avec une droite intelligente, très gaulienne en même temps, en ce sens, en disant moi je me sens très proche de vous et on a plein de choses en commun et en partage et beaucoup plus qu'avec une gauche woke ou voilà. Peut-on penser cette gauche-là en disant une gauche qui ne ferait pas une gauche qui serait soucieuse de on va dire de sécurité culturelle, sécurité des pauvres, des humbles, des fameux gilets jaunes dont on a parlé tout à l'heure. Juste une gauche qui ramènerait un peu de dignité, un peu justement, je crois moi, les dignités, un peu de bon sens justement, qui ramènerait de la décence
connaissances communes qui continueraient à dire que finalement en France, oui, il y a encore des travailleurs, des paysans, qu'il faut repenser la question du prolétariat et que des gamins qui distribuent des pizzas à 11h du soir ou des jeunes filles qui sont obligées de coucher avec les propriétaires de leur appartement pour pouvoir payer la location, ça c'est aussi un nouveau prolétariat et qu'on n'entend jamais la gauche Vous s'exprimer seriez sur d'accord, ce sujet-là. j'imagine, Céline, pour voir revivre cette gauche qui a abandonné ses combats il y a quelques décennies Oui, maintenant. la question c'est... J'en ai l'espoir, je ne vois pas encore poindre la réalisation. Ce qui est intéressant dans l'idée d'amener Christiane Taubira un peu comme un cheveu sur la soupe, d'abord la première chose, c'est Christiane Taubira, elle représente la gauche morale. C'est absolument pas une gauche qui a quelque chose à dire au monde, c'est une gauche qui est là pour juger de tout qui et fait de la leçon. tous. C'est une gauche qui fait la leçon, c'est une gauche qui est extrêmement stigmatisante, qui est très violente dans sa façon de jauger et de juger l'adversaire. Christiane Taubira, si vous reprenez un certain nombre de ses interviews, quand elle va parler de Sarkozy ou d'autres hommes de droite, c'est quelqu'un d'extrêmement sectaire. Quand vous regardez, par exemple, son positionnement, vous prenez l'histoire d'Assa Traoré, dont on a vu à quel point la famille était représentative du caïda et de la violence qui peut s'exercer sur certains territoires, elle soutient parfaitement Assa Traoré au nom de la race, quelque part. C'est quelqu'un qui, par exemple, au moment où elle va faire passer ses lois contre l'esclavage, elle ne condamne pas l'esclavage en règle générale. Elle ne condamne que la traite transatlantique en expliquant, quand on lui fait la remarque que l'esclavage le plus important était celui qui a été mené par les arabo-musulmans. Elle dit non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire porter aux jeunes arabes le poids des actes de leurs ancêtres. En revanche, aux jeunes blancs, ça ne pose aucun problème. C'est aussi une femme dont, si on s'intéresse à ce qui se passe en Guyane, la gauche morale va en prendre un sacré coup, et la gauche honnête peut-être aussi également. Mais surtout... on a l'impression que cette gauche se moque éperdument de ce qu'elle est, de la vision qu'elle porte. Il lui faut un rassembleur, et peu importe qu'elle ait réellement des choses à mettre en commun. On est là uniquement dans la communication, uniquement dans l'affichage, et l'union de la gauche, ça devient juste un moyen de conquérir le pouvoir et pas une manière de dire quelque chose au monde, ce qui est exactement ce qui a mené la gauche dans l'état dans lequel elle est. Donc je suis entièrement d'accord avec Michel. Christiane Taubira, c'est le dernier clou sur le cercueil. Oui. Après, le problème, une fois qu'on a refermé... Jolie baseline, ça. Hein. Je vois Christine Taubira, c'est le clou sur le cercueil. C'est une jolie formule. Juste un mot sur Mélenchon, parce que Mélenchon va avoir du mal. Lui, l'homme blanc, etc., ayant tellement fluctué, elle va être femme antillaise de couleur, etc., de gauche. Oui, elle va cocher toutes les cases de l'absence de privilège, alors que c'est quelqu'un de très privilégié. Elle aura le droit de tenir des propos islamo-gauchistes, des propos de woke, alors que Mélenchon va se retrouver débordé. Je pense que Mélenchon ne doit pas être très heureux de ce genre d'informations aujourd'hui. Mais de toute façon, l'OPA n'aurait d'intérêt que s'il y avait une primaire rassemblant tous les candidats de gauche, qui est d'ores et déjà absolument impossible. Oui. Donc on est là dans, je ne sais pas, une sorte de théâtre sans spectateurs, sans scénariste et sans metteur en scène, qui est d'un intérêt très limité. Exactement. Franchement, c'est extrêmement limité. Absolument. Évidemment, Guillaume voulait conclure. Un petit mot. Un mot, l'homme de droite va conclure. Donc, si la gauche se reforme et se réinitialise, il y a évidemment des convergences possibles avec ce qui est non pas à droite, mais ce qui est véritablement de droite. Je vous rappellerai que les premiers contre-révolutionnaires, les premiers qui ont été un peu dubitatifs quant au mouvement de la Révolution française, s'appelaient socialistes, contre justement l'idée qu'il y avait une atomisation de la société, notamment la suppression des corps de métier, etc., la loi de l'art, la loi le Châtelier. Donc évidemment, il y a évidemment des convergences possibles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va reparler de la reconstruction de la gauche. Quid des clivages entre peuple, élite, nationale, supranationale, localisme, cosmopolitisme, protectionnisme, sans frontiérisme, toutes ces notions. Vous allez pouvoir les approfondir avec ce nouveau numéro de Front Populaire. Je vais vous remercier évidemment d'avoir partagé cette heure avec nous. J'invite tous les autres à aller au kiosque, chez le libraire, ou encore de s'abonner en ligne sur frontpopulaire.fr pour continuer à réfléchir avant d'aller voter, évidemment. Merci à tous. Stéphane, si tu permets, oui, je voudrais rebondir sur ta conclusion en disant mais rien n'interdirait que dans 5 ans, il puisse y avoir un candidat d'une gauche refaite
par nos soins. Absolument. Je n'osais le dire ainsi, mais je ne peux que souscrire. Merci à tous. Merci encore une fois Céline. Merci Guillaume. Merci Michel. Et on se retrouve bientôt.